Bon, J'aurais peut-être vu même pas dans les 20 premiers. mais je suis d'ailleurs, bon, je vais vous paraître un peu vulgaire, mais je suis étonné de sa présence dans le top 20. Voilà, Ouais. vu les sondages, hein, effectivement. Allez, il est 11h23 sur Europe 1. Je suis ravi d'être avec vous, hein, et je rappelle que les auditeurs ont la parole sur cette antenne et qu'ils sont les bienvenus et qu'on les attend, Estelle, évidemment. Tout à fait, je vois que vous me regardez parce que je suppose que vous avez un petit doute sur le numéro, mais je suis là pour ça. 01 80 20 39 21. Effectivement, je ne le connaissais pas par Je cœur. suis là pour ça. Je le concède humblement. Allez, j'aimerais qu'on évoque tout de même les propos d'Annie Genevard, hein, ce week-end, qui en disent long sur peut-être la déconnexion entre Paris, ses bureaux ouatés et la réalité du terrain. Les agriculteurs sont toujours sur le pont ce dimanche. Alors tout cela n'a évidemment plus rien à voir avec la mobilisation d'avant Noël, mais tout de même il y a toujours quelques blocages, notamment dans le sud-ouest. Et alors que des rencontres sont prévues à Matignon au cours de la semaine, Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, a appelé, je cite, à la désescalade, a appelé à arrêter les blocages. Annie Genevard qui a aussi appelé à sanctionner, je cite, toujours sanctionner les violences et les dégradations, l'œuvre d'une minorité, a-t-elle dit, mais tout de même, elle a appelé à sévir s'il y a des violences et des dégradations. J'accueille à ce sujet François Vallerette. Bonjour François Vallerette. Oui, bonjour à tous. Vous êtes secrétaire général de la coordination rurale. Merci infiniment d'être avec nous en studio. Est-ce que quand vous entendez, quand vous lisez les propos d'Annie Genevard, vous avez l'impression d'être un casseur ? Non, on n'est pas du tout des casseurs. Vous avez pu voir toutes les vidéos des manifestations. Bon, il est clair que les agriculteurs, lors des manifestations, ils expriment leur colère, ils expriment leur désarroi, leur quand j'écoute Annie désespérance. Genevard, j'ai l'impression qu'on parle de casseurs, d'hommes séditieux, prêts à tout pour se faire entendre. C'est comme ça que ça transparaît, alors que c'est pas du tout le genre de la maison, quoi. Mais non, c'est pas du tout le genre de la maison. Vous voyez, quand il y a des manifestations d'agriculteurs, et j'en ai fait un certain nombre, on voit pas les commerçants mettre des plaques sur les vitrines. On retrouve pas le mobilier urbain cassé derrière. En général, bon, il y a parfois un peu de fumier, un peu de paille qui reste après le passage. Mais c'est juste un moyen pour les agriculteurs d'exprimer leur colère et leur désarroi. Et il faut qu'ils puissent l'exprimer, c'est absolument indispensable. Quelqu'un qui ne peut pas exprimer son mal-être, qui ne peut pas dire au gouvernement à quel point il se sent méprisé, à quel point il se sent maltraité et peu reconnu dans son métier, si on ne lui offre pas cette possibilité, c'est quand même très grave. Bon, François Vallerette, il faut vraiment, je cite Annie Genevard, opérer une désescalade de la violence, cesser les blocages. Cela en est de la responsabilité des organisations syndicales. Comment vous prenez cette injonction, j'ose le mot, François Vallerette? Mais c'est le monde à l'envers, en fait. Depuis janvier 2024, et le gouvernement Attal, dont on se souvient très bien, on appelle le gouvernement à opérer de vraies réformes structurelles pour remettre l'agriculture française et européenne, mais dans un premier temps française, sur les rails. Depuis ce moment-là, le travail, malheureusement, n'a pas été fait. Et donc nous dire arrêtez de bloquer, ben moi je vais dire prenez enfin les décisions qui permettront aux agriculteurs de sentir qu'ils sont écoutés, qu'ils sont entendus, et que l'agriculture a peut-être une chance de repartir. Mais moi, mettez-vous à la place des agriculteurs qui sont sur le terrain, qui ne voient rien venir, qui voient leur situation tous les jours se dégrader. Ils comprennent pas quand on leur dit mais faites-nous confiance. On a trop entendu de discours qui n'étaient pas suivis d'actes derrière pour sincèrement avoir confiance et se dire ok, on vous fait confiance, on rentre chez nous et on verra ce que vous allez faire. Les blocages peuvent-ils repartir? Est-ce qu'il pourrait y avoir un acte 2? Ce sont les axes de discussion que je vais avoir avec vous, François Vallerette, secrétaire général de la coordination rurale. Sont toujours en studio avec nous Éric Revel, Elliot Maman et Olivier Vial. Bon, alors, cette injonction, cet ordre même de la part d'Annie Genevard à vous calmer, François Vallerette, comment vos troupes l'ont-elles accueilli? Parce que vous me paraissez extrêmement mesuré, François Vallerette. Je pense que vous mesurez vos mots parce que demain, pour vous, c'est Matignon et vous ne voulez pas vous faire taper dessus par Monsieur Lecornu. Mais je pense que c'est en train de bouillir, là, très clairement. Alors, si je peux employer d'autres expressions, oui, ils sont comme des fous. Sincèrement, voilà. Soyons clairs, cette injonction à arrêter les manifestations, alors que pour l'instant, rien n'a été annoncé, rien n'a été dit, aucune mesure n'a été prise, pour mes collègues agriculteurs, c'est de la provocation. Ils sont prêts à repartir ou pas? Ils sont prêts à repartir, les tracteurs sont
en train de chauffer. Est-ce qu'ils les tracteurs ont suffisamment Olivier d'essence Vial. pour aller jusqu'à Bruxelles? Parce que c'est bien à Bruxelles que ça risque de se jouer en réalité. Voilà, vous parlez du Mercosur, Alors notamment Olivier Vial. pour le Mercosur et peut-être pour la PAC, ça va se jouer effectivement entre Paris et Bruxelles. Mais après, il y a tout un tas de demandes de simplification, de normes qui là se jouent à Paris et ce sera sur ces deux tableaux, que ça va jouer. Si je peux me permettre de vous interpeller quand même, François Vallerette de la coordination rurale, je trouve dommage qu'il y ait eu une trêve de Noël parce que vous étiez parti quand même sur, je pense, un mouvement qui allait à terme être similaire à celui de l'hiver 2023, il y a 2 ans. Tout était bien parti. Vous aviez et vous avez toujours l'adhésion populaire. Cette trêve de Noël qui a été demandée notamment par les organisations syndicales, quelles qu'elles soient, a peut-être un peu coupé votre élan. Est-ce que ce ne sera pas difficile de repartir quand même? C'est dommage, non? Alors, je comprends tout à fait qu'il faille retourner dans ces pénates pour les fêtes, et je comprends tout à fait, mais et puis travailler, parce évidemment que dans les fermes, oui. les agriculteurs en ce moment, c'est la période des vélages, la saison ne s'arrête pas, et le travail ne s'arrête pas. Mais là, ils sont prêts, je vous dis, ils sont prêts à repartir encore plus déterminés. L'élan n'a pas été brisé. Non. Et puis je pense Olivier que Vial. effectivement, la force aujourd'hui des mouvements agricoles, c'est le lien qu'ils ont avec l'opinion publique. Et le fait d'avoir fait une trêve pendant les fêtes... 80% d'adhésion, un sondage réalisé le mois dernier. Notamment les fêtes des Français, je pense que ça participe aussi à cette... Il y a une vraie... fusion entre l'opinion publique et les agriculteurs, c'est leur vraie force aujourd'hui parce que les politiques savent bien que c'est plus le poids électoral des agriculteurs qui rentre en cause, mais c'est le soutien populaire qu'ils peuvent avoir. Et donc ça, effectivement, ça dépasse très largement le nombre des agriculteurs en France. Et on le ressent à la fois quand on est sur les barrages, où on voit bien la sympathie qu'ont de tous les Français. Qui passent, que ce soit en voiture, en camion, les routiers, etc. Et même à Paris, quand on se promène, quand on va aux réunions, la dernière fois, quand on est allé à Matignon, les Parisiens même nous disent qu'ils nous soutiennent et qu'ils sont avec nous. François Vallerette, je donne la parole dans un instant à Elliot Maman, mais alors, sans langue de bois, je pense que vous allez ménager la chèvre et le chou dans votre réponse, et tant mieux pour vous, mais très agricole, demain, ce sont les rencontres avec Monsieur Lecornu à Matignon. Sans langue de bois, vous espérez quelque chose de cette histoire ou pas du tout? Bon, silence terrible, François Vallerette. Non, mais on espère forcément quelque chose, mais on a tellement été déçus que sincèrement, il faut qu'ils arrivent avec. Pour calmer les troupes, il faut vraiment qu'ils arrivent avec quelque chose dans les bagages. Demain soir, ça repart. Je ne peux pas vous le dire ça aujourd'hui, mais il y a de grandes chances. Elliot Maman et ensuite Éric Revel. Oui, justement, j'aurais une question parce qu'il y avait déjà eu des rencontres organisées avec Sébastien Lecornu pendant le milieu du mois de décembre. Et un de vos collègues de la coordination rurale, me semble-t-il, avait eu une phrase que j'avais trouvée vraiment intéressante. Il avait dit « Sébastien Lecornu me semble dans l'écoute. Le problème, c'est que ses conseillers, eux, ne changent pas. » Est-ce que vous avez en effet l'impression qu'une partie du blocage, c'est qu'il y a une espèce de bureaucratie qui confisque parfois la volonté aussi du politique? C'est exactement ça. J'ai bien compris lors de ces entretiens qu'il y avait derrière toute une technostructure française et européenne qui nous bloquait totalement, qui nous coinçait dans un carcan duquel on ne pouvait pas bouger. Et quelle que soit la bonne volonté du responsable politique, il se trouve finalement toujours écrasé derrière par la machine bureaucratique qui empêche de faire quoi que ce soit. Vous avez tout dit, et je pense que M. Lecornu est un homme de qualité, qui est brillant, qui a une intelligence, mais malheureusement, et c'est terrible pour lui, il ne contrôle plus rien dans cette affaire, le Mercosur. Il n'y peut pas grand-chose, et je pense que malheureusement, la montagne accouchera d'une souris demain soir. Ne serait-ce que des contrôles, on lui avait dit, mais écoutez, faites un geste pour les agriculteurs, faites un moratoire sur les contrôles. On ne peut pas demander aux agriculteurs d'être contrôlés sur leurs pratiques quand en même temps vous allez autoriser des choses qui arrivent sur le territoire européen venant du Mercosur, qui ne respectent pas du tout nos normes. Faites un geste au moins pour les contrôles. Et il nous a dit, c'est pas possible, derrière l'Europe va nous rattraper, on va se faire punir par l'Europe. Donc on s'est dit, finalement, ils sont même plus maîtres chez eux. On va aller au standard parce que vous êtes nombreux à nous appeler. J'aimerais accueillir Francis de Lorraine. Francis, bonjour. Bonjour à vous et tous mes vœux à tout le monde. Bah oui, bonne année Francis. Vous habitez Nancy, c'est ça?
Oui, Bon, absolument. la place Stanislas à Nancy, je me permets de vous le dire, Francis, elle est magnifique. Et vous avez bien de la chance d'habiter cette magnifique ville. Alors, vous êtes très remonté parce que vous dites, les agriculteurs, depuis 2 ans et depuis que Gabriel Attal est monté sur une botte de foin au milieu d'une ferme en Haute-Garonne, depuis 2 ans, on les balade. C'est ce que vous dites, Francis? Oui, enfin, je dis on les balade depuis 30 ans maintenant, puisque les agriculteurs manifestent aujourd'hui, et je les soutiens, mais où étaient-ils quand nous manifestions contre le TAFTA avec les États-Unis, contre le CETA avec le Canada, contre le JETA avec le Japon, contre les accords avec la Nouvelle-Zélande, etc. Donc on nous parle du Mercosur aujourd'hui, mais tout ça est écrit depuis 1996, création de l'OMC à la place du GATT. Et donc, on sait exactement où on va. Alors, ils peuvent manifester demain. De toute façon, ça ne changera rien. Je vous donne un exemple. Est-ce que la France maîtrise ses tarifs d'électricité alors qu'elle est le plus gros producteur? Non, Francis. Eh ben non, voilà. Donc, vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Et pour l'agriculture, c'est la même chose. Donc, de toute façon, les agriculteurs peuvent aller bloquer. On s'arrêtera, on boira des coups, on discutera avec eux. Et puis... éventuellement, on fera même un barbecue avec eux. Ce sera marrant au mois de janvier de faire un barbecue, mais ça ne changera strictement à rien. Le cornu gagne du temps. La ministre de l'Agriculture, n'en parlons même pas. Elle n'a aucun pouvoir. Et tout ça est écrit depuis 1996 et 92 d'ailleurs, avec le traité de Maastricht, où on a déjà défini un certain nombre de choses sur des sujets que vous abordez régulièrement. Je crois reconnaître un discours un peu asselinesque, Francis, dans ce que vous dites. Pardonnez-moi le néologisme. Pas du tout. Non. Alors, je vais vous rassurer. Non, je vais vous rassurer. Je vais vous rassurer tout de suite. Je ne vote. Je vote depuis 2005 pour Coluche parce que j'ai compris en 2005 que le peuple avait voté non et on a dit ce sera oui quand même. Merci Francis, merci infiniment pour cette analyse. Il fait froid en ce moment en Lorraine, Francis, non? -2, oui, il faut gratter tous les matins, on gratte les pare-brises, mais enfin bon, c'est un temps d'hiver, c'est normal, on est content. Merci infiniment Francis pour votre appel. François Vallerette, quand vous entendez Francis qui est en adhésion totale avec votre combat, il a de la sympathie pour vous, François Vallerette, mais il n'a que peu d'espoir concernant effectivement ce qui peut vous arriver et justement ce qui peut se passer demain et dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent concernant le Mercosur et les rencontres de Matignon. Oui, c'est la différence entre lui et moi, c'est que moi je ne suis pas résigné. Je pense qu'il faut se battre, que les choses peuvent changer, si c'est pas pour demain, au moins pour... parce que ça met du temps, c'est des mesures qui mettent du temps à se mettre en place sur l'Europe, sur les traités de libre-échange, si on veut en sortir, si on veut sortir l'agriculture de tous ces traités de libre-échange, c'est long à faire, mais le combat, il mérite d'être mené pour les générations futures, pour l'avenir, c'est absolument important si on veut conserver en France une agriculture. Alors on est dans une mauvaise passe, mais si on veut conserver une agriculture qui soit performante, qui soit aussi, qui respecte l'environnement, mais qui permette d'avoir notre souveraineté alimentaire, c'est important de se battre pour ça. Alors, François Vallerette de la coordination rurale, Olivier Vial souhaite vous interpeller. Effectivement, tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il ne faut pas être résigné, parce que même si les traités internationaux sont aujourd'hui la goutte d'eau qui est compliqué à gérer pour le milieu agricole. La crise que l'agriculture française a depuis des années, une grande partie, les raisons, elles sont franco-françaises. C'est qu'on a quand même aussi beaucoup pris des mesures qui allaient à l'encontre... Au niveau des normes, notamment. Au niveau des normes, à l'encontre. On a surtransposé certaines directives. Et là-dessus, je pense que les Français doivent choisir leur camp, parce que d'un côté on a les agriculteurs qui effectivement ont une position aujourd'hui compliquée, et les politiques sont quand ils disent qu'effectivement ils ne peuvent pas céder à la revendication de la technostructure, c'est que derrière il y a des lobbies écologistes extrêmement radicaux qui en gros mettent la pression dès qu'on bouge une virgule dans les contrôles. C'est extrêmement intéressant, Olivier Vial, ce que vous dites, mais le problème c'est qu'en fait moi je suis tout à fait d'accord pour payer un petit peu plus cher des fruits ou de la viande produite en France. Par exemple, le problème c'est que les Français ne sont pas prêts à ça parce qu'ils ne peuvent pas. Malgré tout l'amour qu'ils ont pour les agriculteurs. Il y a des choses qu'on peut faire. Par exemple, on a versé plus de
100 millions d'euros au Maroc pour créer Ouais. des serres pour faire des tomates dans le Sahara. La question est, c'est un but contre notre camp. C'est ce que vous dites. est-ce qu'on avait le budget nécessaire? Est-ce que cet argent-là, il n'aurait pas mieux été donné aux agriculteurs français plutôt que de créer nous-mêmes les conditions de notre concurrence en les François finançant? Valret. Mais oui, et on a fait encore plus avec l'Ukraine. Hein. Ouais. L'Ukraine, pour l'aider pendant la guerre, on lui a signé des accords c'est même pas de libre-échange, puisque c'est de quotas d'importation Mais on a sans aidé. taxe. Oui, exactement, et c'est l'agriculture qui en paye le tribut. C'est pour ça que dans tous ces accords, dans toutes ces traités, finalement, l'agriculture, c'est tout le temps la monnaie d'échange qui sert pour aider contre la Vous guerre, êtes la pour variable échanger. d'ajustement, C'est ça, mais pour c'est échanger terrible. contre des voitures. Et c'est pour ça que nous, on demande à ce que l'agriculture, c'est quand même l'alimentation des gens, c'est absolument stratégique, ça ne soit pas inclus dans tous ces accords de libre-échange et ce soit traité à part. Et Éric Mais, Revel. si vous voulez, pour moi, la déclaration d'Anne Genevard sur le traité du Mercosur est le symbole incroyable Rappelez-la de justement cette l'impuissance. déclaration. Elle dit le traité du Mercosur n'est ni juste ni équitable. Ni juste ni équitable. Ça veut dire que les clauses de sauvegarde, on n'y est pas, les clauses miroirs, on n'y est pas, et le contrôle des importations de bœuf argentin, on n'y est pas non plus. Donc, si vous voulez, quand vous dites ça, vous êtes ministre de l'Agriculture, vous expliquez qu'on va sans doute le signer le 12 janvier, en tout cas, il va être ratifié au niveau européen. Mais il est ni juste ni équitable. Donc on se dit, mais alors pourquoi est-ce qu'on le signe s'il est ni juste ni équitable? On va peut-être pas le signer. Olivier, Alors nous, la France va peut-être pas le signer, tout en il va fait, peut-être être adopté il quand sera, même. il sera appliqué. tout en Et en fait, réalité, si vous voulez, et en réalité, moi je mets le doigt sur le pouvoir de Madame von der Leyen à Bruxelles, Mais évidemment. qui est allemande. Pourquoi? Parce que le traité du Mercosur, on va importer des céréales, de la viande, mais surtout, on va exporter quoi? Des machines-outils et des automobiles qui seront allemandes. En réalité, c'est un débouché industriel pour l'industrie automobile allemande qui est à on l'agonie. ouvre une boîte de Pandore. Mais attendez, c'est évidemment. absolument hallucinant. Mais oui. Donc, on sacrifie notre agriculture et avec un cynisme consommé, la classe politique se dit une chose très simple, ce que vous avez dit, c'est qu'au bout d'un moment, les agriculteurs, ils ont besoin de retourner dans leur ferme, ils ont besoin d'aller travailler parce que ça ne tourne pas tout seul, et ils jouent là-dessus. Tout à fait. Donc en fait, ils se disent, bon, ça va un peu s'enflammer, mais ils vont vite rentrer dans leur ferme. Et on souhaite... C'est pas acceptable. Et on souhaite bon courage pour demain à François Valret, secrétaire général de la coordination rurale. Merci beaucoup François Valret d'avoir été parmi nous et de vous être déplacé dans les studios d'Europe 1. Vous êtes originaire de l'Allier, Exactement. François Valret. Vous avez fait le trajet quand même, alors pas exprès pour nous, mais pour ces réunions de demain, effectivement. Vous êtes, rappelez-nous votre commune d'origine. C'est Saint-Christophe-en-Bourbonnais, entre Vichy et La Palisse. Bon voilà, et donc le chef-lieu de l'Allier pour Moulins. voilà. Moulins. Et il y a effectivement La ville des Montluçon. Bourbons. Voilà, Montluçon pas loin. C'est un très beau département, un petit peu sous-coté comme disent les jeunes, mais c'est magnifique Un effectivement. très bon département aussi. On y mange très très bien.